Bienvenue, merci de votre fidélité sur Télé 50. Il est peut-être un acteur politique éternel, incompris, et pourtant il a joué un grand rôle dans la marche de ces pays, malgré cette agression dans l'Est de notre pays. Plusieurs fois, il a toujours été prêt à désister pour que les choses puissent avancer. Et pourtant, aujourd'hui, Vital Kamerhe, parce que c'est de lui qu'il s'agit, est parfois victime de flèches lancées par des détracteurs ou parfois des personnes qui font mal la lecture politique des choses sur ce plateau pour évoquer la question de cette personnalité politique de notre pays. Effectivement, Badibanga Boni, chercheur indépendant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Crispin. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en cet instant au niveau de la chaîne Télé 50, la chaîne haute définition. Merci pour ces compliments. Alors, on parle Vital Kamerhe aujourd'hui. Nous savons qu'il n'y a pas longtemps, il a créé une autre plateforme qui a fait aussi polémique. Et pourtant, il n'y avait pas que lui. Même Sama Lukonde, Premier ministre, a fait de même. Vital Kamerhe, pourquoi parler de lui? Quelle est votre motivation première? La première des choses qu'il faut savoir de la politique en général de ce pays, c'est que une chose très importante, c'est la reconnaissance de la valeur des hommes qui constituent la richesse de la politique de la RDC. C'est une chose très importante. La grandeur d'une nation se réside dans la reconnaissance de la grandeur d'hommes et des personnes qui animent ces institutions. Je crois que la base de la crise en RDC ou de la politique, la base de la crise de la politique congolaise a commencé là. Je crois que c'est ça le grand problème. Vous verrez bien que depuis l'époque coloniale jusqu'à l'accession à l'indépendance, les grégaires internes pointaient X politiciens par rapport à Y. On a l'impression que la politique congolaise, c'est une aubaine de séparation d'un côté des anges, de notre côté du diable, pendant que la partition elle est importante et chacun dans la mesure du possible dans ses compétences, dans tout ce qu'il peut avoir comme talent, comme richesse intellectuelle ou comme savoir-faire, il doit le mettre à contribution pour le développement du pays. Pour revenir à Vital Kamerhe la Kaningiri Kingi, que je salue d'ailleurs en passant, la considération de ce grand homme politique dans les pensées d'une frange de Congolais n'est pas authentique ou ne lui donne pas la valeur qu'il faut. Vous comprendrez que vous venez même de le souligner, que la même démarche au niveau du Parlement a été initiée par Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde. Ça n'a pas suscité débat. Il y a eu le secrétaire général Augustin Kabouya, que je salue aussi en passant, qui a initié aussi la même démarche en fait. Et pour les uns, c'est une forme de repli pour faire pression au gouvernement en termes de la visée du poste de Premier ministre qui doit venir d'une majorité ici du Parlement. Pour les autres, c'est un repli encore stratégique pour pouvoir s'opposer à différentes réformes. Ces informations viennent d'où? Non, mais il y a quand même une opinion qui pense que Vital n'a jamais rien fait au hasard. Il calcule tout ce qu'il fait et c'est pas aussi un enfant de cœur. Bon, chacun est libre d'avoir une opinion, c'est ça même la démocratie. Je pense que l'identité d'un homme politique, on le voit de par son parcours. Hein. C'est là qu'on donne le sens au combat politique de quelqu'un ou bien on donne une photo qu'il faut marier avec le langage de l'homme politique. Le parcours de Vital Kamerhe n'a rien de tout ce qu'on pense. Certes, il n'y a pas que Vital Kamerhe qui ne fait rien sans calculer. Tout homme politique, la politique en fait c'est ça, c'est l'art du calcul, c'est l'art de la stratégie. Qu'est-ce qu'ils disent actuellement? Moi je crois que l'unique motivation, et la seule,
c'est seul de se ranger de manière à donner une contribution efficiente et efficace à la politique par rapport au nouveau quinquennat du chef de l'État. Il n'y a que ça comme raison. Alors, on va faire marche en arrière, hein, en tout cas parce que c'est aussi une actualité pas très très lointaine. Hein. On a vu Vital Kamerhe, alors que les autres prenaient le pas. Il était de l'opposition à l'époque. Il n'a pas hésité à aller au dialogue de Saint-Sylvestre, dialogue organisé par la Cinco. D'ailleurs, là, on les voit même sur la photo. Vital Kamerhe en train de signer. À l'époque, c'était aussi très mal compris. C'est ça. J'ai parlé des préjugés que l'homme politique congolais en général a par rapport aux réalités politiques. La politique, elle est dynamique, elle n'est pas fixe. La politique a des virages, la politique a des courbures. Je crois qu'en cet instant-là, il fallait que chacun puisse faire un sursaut de soi pour apporter à sa manière un plus dans la tournure qu'allait la tournure que nous menait la politique à l'époque. Vital Kamerhe était libre, était autonome de pouvoir prendre tout ce qu'il trouvait nécessaire par rapport aux problèmes que posait et aux difficultés qu'avait la politique en cette époque. Et je ne l'ai pas vu trahir qui que ce soit, c'était la décision de l'UNC. Au finish, ce dialogue a été opposable à tous. Même Etienne Tshisekedi a fini par rejoindre en fait, le dialogue. Même ceux qui traînaient les pas en arrière ont fini. Donc, on peut dire qu'il avait raison en fait, de prendre le devant. Mais je crois que c'est grâce à son action que beaucoup de choses ont changé et que le sens même de la politique a pris une certaine couleur. Au finish, tous les hommes politiques l'ont rejoint. Ceux qui étaient dans le camp de l'opposition, qui traînaient les pas, ils ont rejoint ce dialogue. Peu importe. À l'époque, elle était traitée de quelqu'un qui vient fragiliser l'opposition parce qu'il était avec ceux qui étaient aux affaires à l'époque. Tout comme on parle aujourd'hui de Moïse, qui à un moment était avec l'Union sacrée et puis il a quitté le navire pour se déclarer candidat président. Alors, revenons à Vital, cette fois-ci à Genève. Nous savons que cette réunion-là, avec ces têtes d'affiche que vous connaissez, ce sont des personnalités politiques de notre pays, les gens qui ont un parcours, une histoire. Et Vital a fini par suivre Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il n'avait pas trahi les autres, les Fayoulou et Mouzito, le Bemba, même si aujourd'hui, Bemba aussi a rejoint les camps de Tshisekedi? Je commence par vous dire, c'est une affirmation, que Vital Kamerhe est un acteur très majeur, parmi les acteurs très majeurs. Très majeur ou très malin? Très majeur. Parler de la malignité, je ne sais pas, libre à vous d'employer ce terme. Mais j'aimerais vous dire que c'est un acteur majeur qui a une lecture juste et nette de la situation politique de ces pays. Vous conviendrez avec moi que Vital Kamerhe a été un acteur principal dans tous les accords qu'a passé ces pays depuis Mouzé jusqu'à ce jour. Souvenez-vous de l'accord de Nairobi, de cessez-le-feu du 19 juillet 1999. Vital Kamerhe a été parmi les rédacteurs de l'article 5 au niveau des mesures d'application de cet accord-là. Et celui qui a pris le courage de conduire ce qu'on appelle la caravane pour la paix, c'était le seul acteur à avoir mis en confiance les belligérants qui ne se faisaient pas au départ. Confiance, c'est celui qui les a apportés au niveau de la table de négociation. Là, on n'a pas parlé de la trahison. Souvenez-vous que quand il fallait signer l'accord dont je viens de vous parler, contre le gré de Mouzé Laurent Désiré Kabila, Vital Kamerhe a signé cet accord. Et vous, si vous interrogez l'histoire, à son retour au niveau du pays, un avion a été affrété et la destination c'était pour Kinshasa avec l'idée de l'arrêter. Au finish, il a convaincu Mouzé qu'il fallait signer bel et bien cet accord parce qu'il y avait une partie des territoires qui partait en vrille, le MLC prenait les devants et les autres rebelles. Vous vous souviendrez bien qu'on l'avait donné tort pour dire qu'il a trahi la nation. Au finish, Mouzé a signé ces accords. C'est un élément très important en termes de personnalité politique de M. Vital Kamerhe. Et par là, c'est là que je chute pour vous dire qu'un grand homme politique, on le donne toujours raison après, bien qu'il soit incompris. C'est ça aussi ce qui fait la grandeur d'un homme politique. C'est la vision. Quand on a la vision,
Au début, ceux qui vous suivent ont du mal à l'apercevoir. Mais au finish, on vous donne raison, comme on a donné raison à Vital Kamerhe. Il a été le seul à quitter, il a été le seul avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à quitter la table de négociation après que ce qui s'est passé au niveau de Genève, je ne veux pas retourner dedans ou bien remuer le couteau dans la plaie. Vous savez vous-même en tant que journaliste ce qui s'est passé. Et il était le seul à tenir le bras de Félix Tshisekedi pendant que rien ne présageait sa victoire. On se rappelle bien ce qui s'est passé en tout cas à Genève. Alors, rentrés au pays, ils ont décidé d'aller à Nairobi. On voit la photo là des accords de Nairobi. Cet accord, qu'est-ce qu'il disait en fait? L'accord était simple. C'était un engagement des partis dans lequel, je donne juste la synthèse et les résumés, c'est un accord qui avait plusieurs articles. Je crois que ça a été signé le 23 novembre 2018, si je ne m'abuse, aux alentours de cette date. Il fallait que Vital Kamerhe puisse soutenir la candidature, s'effacer au profit du président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et avec comme prérogative, en fait, en cas de victoire et en cas de la majorité parlementaire, Vital Kamerhe devait être Premier ministre. Après 5 ans, le rôle devait être inversé. Donc après les 5 ans, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devait à son tour devenir Premier ministre pour qu'il puisse occuper le fauteuil présidentiel, ce qui n'a pas été le cas. Et j'aimerais vous confirmer au niveau de vos antennes, librement et sans contrainte, au cours du quinquennat pour lequel il y avait ces accords, le président Vital Kamerhe a suggéré au président de la République qu'il puisse faire finir d'abord son mandat et faire le deuxième, en fait parce qu'il croyait, il était conscient que s'effacer pour l'intérêt général de la nation était une manière pour lui de sauver en fait, la situation du pays qui a été léguée en miettes, je peux dire, avec un PIB trop bas, avec un budget de 4 milliards moins que celui de l'équipe de Barcelone, avec une situation vraiment très précaire. Et pour ne pas parler des équipes de foot, je fais allusion au Rwanda qui est en face, qui est notre ennemi, le budget était vraiment en deçà de la réalité. 120 millions de Congolais, avec une situation catastrophique comme celle-là, il fallait quelqu'un qui puisse poser le jalon pour ainsi nous aider à décoller vers le développement. Et c'est ce qui a été fait. L'idée du dépassement de soi pour l'intérêt général, c'est parmi les points les plus forts de Vital Kamerhe. Donc aujourd'hui, reconnaissons-lui quand même ses qualités. Vous parlez de laisser Tshisekedi faire un deuxième mandat. Après le deuxième, est-ce que cet accord va être appliqué ou on va finalement dire, bon, comme Tshisekedi lui-même avait déclaré la mort du FCC Cash, parce que les Cash, on n'en parle plus hein, depuis la mort du FCC. Donc FCC Cash, cette coalition qui était mise en place pour gérer le pays, on peut dire naturellement que Cash en soi n'existe plus depuis ces divorces consommés. Est-ce que Cash n'existant plus, est-ce que Kamerhe peut aujourd'hui prévaloir en 2028 pour dire, voilà, revenons à l'accord de Nairobi où on passe à autre chose? Qu'est-ce qui se calcule actuellement dans la tête de Vital Kamerhe? Je peux vous dire, sans être dans son secret privé, que c'est l'intérêt de la nation qui prévale dans son idée, dans sa pensée. C'est-à-dire quoi, l'intérêt de la nation? L'intérêt de la nation, c'est l'effet de croire que sa petite personne ne vaut pas les intérêts et les privilèges qu'une nation peut avoir pour se développer. Ça, c'est un élément important, il faut que je puisse le souligner. Par rapport à votre question, j'aimerais revenir en arrière pour vous répéter ce que j'ai dit. Que la politique est dynamique, la politique a des courbures. J'ouvre une parenthèse que je ferme vite. Si on pouvait parler au maréchal, lui dire qu'écoutez, en 2023, ton petit-fils battrait campagne pour les fils de Etienne Tshisekedi, je pense qu'il s'en moquerait.
Il ne le croirait pas, le connaissant après avoir scruté sa philosophie, sa manière de percevoir la politique. Mais aujourd'hui, c'est le cas. C'est le petit-fils de Mobutu, le grand Mobutu, qui a battu campagne à l'Équateur, qui a été parmi les gens qui ont battu campagne à l'Équateur pour Félix-Antoine Tshisekedi. Un homme politique ne peut pas faire des projections au-delà de 5 ans. La politique, ce n'est pas cette manière de la voir. Ce qui viendra en 2026 appartient en 2026, parce que rien ne nous garantit que nous serons nous tous vivants pendant ces années. Je crois que le plus important, c'est de capitaliser le moment, mettre tout ce qu'il faut au bénéfice du développement de ces pays, c'est ce qui est important. Mais par contre, les projections au niveau de la gouvernance du pays peuvent aller après 50, 80, 100 ans. Alors, très bien. Donc, les accords de Nairobi sont déjà existés quelque part. Ils sont tombés caducs, je vous assure. Mais seulement, on ne peut pas prévoir ce qui peut venir après 2024. Très bien. Vital était aux affaires jusqu'il n'y a pas très longtemps, avant d'opter pour l'Assemblée nationale. Mais avant d'arriver à cela, revenons un peu à Nairobi. Parce qu'après Nairobi, campagne électorale, Tshisekedi est proclamé vainqueur par la CENI de Corneille Nangaa. Et finalement, Vital est directeur des cabinets. Il devait gérer un projet nommé 100 jours. Et tout tourné au vinaigre. Vital s'est retrouvé derrière les barreaux et a fait la prison. Vous voyez là, procès 100 jours. Vital entouré de ses avocats, mais il y avait aussi ses co-accusés, des centaines, des millions de dollars détournés. Est-ce que c'est une bonne image pour un leader qui se dit toujours incompris? J'aimerais retourner en arrière pour répondre à votre question. Je vous informe sur votre chaîne qu'en 1982, Vital Kamerhe, étudiant à la faculté des sciences économiques, a été parmi les personnes qui ont proposé au maréchal Mobutu de revigorer le fonctionnement de l'inspection générale des finances en 1982. Scrutez l'histoire, vous vous souviendrez que c'est là qu'il a apporté la théorie de la locomotive. Je n'ai pas assez de temps pour en parler quand il a dit qu'au niveau de Chimbulu, un wagon est resté, le wagon de la population qui constitue plus de 90% de la classe sociale zaïroise, et puis les privilégiés, et puis le cercle privé. Bref, celui qui était parmi les personnes qui ont proposé ça. Et selon l'histoire même de l'IGF, vous vous rendrez compte qu'ils étaient avec les Olivier Kamitato, pour ne citer que ceux-là, le Jean-Lucien Boussa, qui y ont constitué l'idée d'une charpente solide de l'inspection générale des finances. Là, c'est au niveau de la gouvernance. Je vous décris, en fait, la personne de Vital Kamerhe par rapport au procès 100 jours. Alors, par après, quand on a parlé du projet de 145 territoires, M. Vital Kamerhe était parmi les personnes qui ont ajouté un élément très important. C'est lui d'intégrer les gouverneurs des provinces de là où le procès là où le développement de 145 territoires devait intervenir pour associer l'Assemblée provinciale comme l'élément de contrôle. Là, c'est sur le point de la gouvernance. Revenons maintenant au procès 100 jours. Je vous ai peint l'image ou bien le portrait robot de la personne. C'est la première fois où que j'ai eu honte de la justice de mon pays, très sincèrement. Ce procès, je ne peux pas dire que c'est un procès d'État, loin de moi l'idée. J'aimerais dire que c'est un procès unique. Je ne suis pas juriste. Dans l'autre de mes casquettes, je suis un expert dans les marchés financiers. Ce qui fait que j'ai une proximité dans tout ce qui est loi sur les passations des marchés. J'ai vu l'un des avocats brandir le fait que les marchés qui ont été conclus de gré à gré faisaient usage d'une idée de vol ou de détournement. Mais j'étais scandalisé. Mais malheureusement, c'est ça l'image que les Congolais, dans l'opinion, l'image qui est restée
plus ou moins indélébile, parce que même pendant la campagne électorale, la population revendiquait ça, portait 100 jours ou un autre argent. Est-ce que ceux qui revendiquent n'ont-ils pas raison? Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, les fameuses maisons préfabriquées, on n'en a pas. C'est vrai que Vital a été libéré. D'ailleurs, il a été même reçu par le président Tshisekedi après avoir quitté la prison. On voit là Vital Kamerhe en train de saluer le président Tshisekedi après sa sortie de la prison. Mais il a quitté la prison sans que l'on sache finalement où est passé cet argent. C'est l'argent des Congolais. Oui. C'est votre argent, c'est mon argent, c'est l'argent de tous ces Congolais qui nous suivent. Où sont passés les 57 millions de dollars? Si ça a été utilisé pour payer les maisons préfabriquées, ces maisons, où sont-elles? Et finalement, rien n'a été dit, tout est resté comme ça. D'ailleurs, le président Tshisekedi lui-même, chaque jour, s'est plaint de notre justice. Il n'y a pas 3 jours, à la chaîne nationale, il a dit, la justice congolaise est malade. Merci beaucoup de la question, mais c'est une question à plusieurs volets et j'aimerais répondre volet par volet en fait. La première des choses, c'est que si on croit que notre justice est juste, donnez-lui le bénéfice d'une décision opposable à tous. La justice a blanchi Vital Kamerhe. La première des choses. Le président lui-même l'a déclaré récemment dans une chaîne qui est concurrente à la vôtre, je ne vais pas la citer, que Vital Kamerhe était innocent. Ça, c'est le commandant, le juge suprême, le magistrat suprême. Il était innocent. Il était innocent. Mais où sont passés les millions? Ah, c'est ça la question. Et c'est important de la poser en cet instant. Je vous convie de faire la même démarche que moi. Je regarde l'opinion qui est en train de nous suivre. Je leur demande de s'approcher de M. François Mwambati Shimbi. Vous conviendrez avec moi que 92% de projets 100 jours ont été réalisés. Je vous répète bien, 92% de projets 100 jours ont été réalisés. Hormis les maisons préfabriquées. Hormis les maisons préfabriquées. Quant à ce qui concerne les 57 millions, d'ailleurs il y a un ambigu, c'est un sujet ambigu. France 24 parle de 58 millions, les autres parlent de 48 millions. L'opposition, elle, Fayoulou, pour ne citer que celui-là, il parle de 105 millions. On ne sait pas en fait où est la vérité. Alors, par là, j'aimerais éclaircir l'opinion pour vous faire comprendre que c'est là que j'en appelle à la conscience des partis politiques. Parce que la qualité des partis politiques reflète la production des leaders qui vont diriger ces pays de demain. L'information et la considération de la quintessence de l'éducation que doivent bénéficier les acteurs politiques est un élément primordial pour l'avenir de ces pays. Et cela doit être mis et doit être pris en considération. La désinformation a beaucoup circulé dans ce projet. Les uns ont dit que Vital Kamerhe a été arrêté pour détournement, mais pendant que quand on scrute bien, on a l'impression qu'il a été soupçonné de complicité de détournement. En fait, il n'était pas acteur majeur selon les griefs qui lui ont été reprochés. Oui, mais vous êtes expert, vous avez dit, en passation des marchés publics. Exactement. C'est très bien. Au moins, je peux être à l'aise en posant cette question. Oui. Comment expliquer le fait que sur ordre, il y ait des cabinets, qu'on puisse décaisser tous les millions pour un projet et donner à un prestataire qui n'a même pas encore fourni un clou? Vous lui donnez tout l'argent. Est-ce que c'est logique ça? Est-ce que ça ne cache pas réellement l'intention de pouvoir toucher à des pots de vin, à des rétrocommissions ou de pouvoir détourner l'argent? C'est très logique. C'est très logique dans le sens où le portrait robot des lois instituées par l'autorité des régulations de marchés publics sont bien connus. Mais il y a des sous-clauses qui accompagnent un marché public. Et ces sous-clauses ne sont pas les mêmes dans tout le marché. Ces sous-clauses s'adaptent par rapport aux besoins de l'autorité contractante ou bien du chef d'ouvrage ou du chef d'œuvre. C'est un élément important. Il y a des marchés publics dans lesquels
on avance graduellement. Selon les étages, là, c'est un problème de contrat entre le parti. Si on croit que minimiser les risques, c'est d'évoluer avec le marché palier par palier, ce n'est pas un problème. Ça, ce sont des clauses individuelles qui viennent renforcer la sécurité au niveau de la passation du marché. Et ces clauses ne sont pas obligatoires dans tout le marché. Si l'autorité ou bien l'autorité d'adjudication de ce marché a été convaincue, et d'ailleurs, je vous rappelle que c'était un marché en urgence. On a nommé même le projet d'urgence 100 jours. Et que en fait, j'aimerais parler de l'organisation conduisant aux passations de marché devait tenir compte du fait que c'était en urgence. Et l'urgence dans les marchés publics ne devait que s'adapter par rapport aux enjeux et par rapport à l'autorité qui est propriétaire du marché. Certains trouvent qu'il n'y avait aucune urgence, en tout cas, de pouvoir dilapider l'argent de l'État alors que notre État s'est plaint. Non, je vous arrête tout de suite. On n'a pas dilapidé. Suffisamment de moyens. Non, mais parce que... Il n'y a pas eu de dilapidation. Certains pensent que, vous parlez des clauses, en tout cas ces clauses peut-être ont été évoquées pour pouvoir bien délocaliser certains millions. Parce que on a pris, je ne sais pas, permettez-moi l'expression, on a pris les plus mauvaises clauses alors pour ce qui est des projets 100 jours, parce que ça ouvrait des brèches à des détournements, entre guillemets. Bon, si ça ouvrait, si le projet 100 jours a ouvert des brèches à des détournements, je crois qu'on ne pouvait pas arriver à 92% de réalisation pendant que je vous parle. C'est ce que vous dites en tout cas, ou même vous dites qu'il faut poser la question à François Bamba, mais l'opinion n'a pas en tout cas cette impression. Alors, on va essayer d'évoluer. Hein. Une fois sorti de la prison, quelques jours après, Vital a été nommé vice-premier ministre, ministre de l'économie. Et là, l'opinion attendait Vital à l'œuvre. Malheureusement, il quitte ses ministères en laissant par contre un goût amer. Le taux du dollar aujourd'hui est à 27, 27,5, 28. Et ça, c'est sous Vital Kamerhe, ministre de l'économie. Merci beaucoup de la question. Je suis très content en tout cas, parce que vous me mettez dans mon bain pour expliquer bien à nos téléspectateurs que ce n'est pas le ministre de l'économie qui gère le taux au niveau en fait, il n'est pas l'autorité, il n'est pas autorité monétaire. Et pourtant, il a fait une promesse à la nation pour dire que je vais ramener les taux à 1000 francs. Bon, c'est lui qui a donné cet avis, mais moi, en tant qu'expert dans la matière, j'aimerais vous affirmer que pour que le taux puisse être soit ajusté, ou bien pour que le taux soit baissé, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Ce n'est pas du ressort seulement du ministre de l'économie. Mais il faut d'abord savoir les attributions même du ministre de l'économie sont lesquelles pour comprendre ce qui entre en jeu pour la stabilisation d'un taux. Il y a la Banque centrale qui est un élément très important dans la stabilisation monétaire, c'est-à-dire la banque peut intervenir par les planches à billets, la banque peut intervenir par les exonérations au niveau des taux directeurs, la banque peut intervenir par exemple par une politique monétaire adéquate. Hein. Il y a le ministère des Finances aussi à son niveau qui doit jouer sur tout ce qui est comme taxe, tout ce qui est comme impôt. Il y a aussi le ministère de l'économie qui gère bien sûr tout ce qui est comme économie de la production. Vous voyez, donc la production entre en compte pour abaisser le taux. Ce n'est pas au ministère de l'économie l'autorité et le pouvoir de stabiliser le taux. Mais ce que nous devons nous poser comme question, pendant tout ce temps, qu'a-t-il fait pour stabiliser le taux comme il l'a promis? De toute façon, le taux n'a pas été stabilisé. Alors, monsieur Badibanga, qu'est-ce qu'on retient finalement de son passage à ce grand ministère de l'économie? Qu'est-ce que Vital a fait là? La première des choses que j'aimerais vous dire, que je pense que c'est 1 année et demie qu'il a fait à la tête du ministère de l'économie. Il a posé le jalon. De quoi, par exemple? Il a posé le jalon en facilitant les mesures d'accompagnement des producteurs, par exemple. Des producteurs, nous avons vu
tout ce qu'il a fait comme démontée des centres en termes d'ouverture des frontières par rapport à nos relations économiques qui étaient un peu tumultueuses avec la Zambie, c'est grâce à Vital Kamerhe que nous sommes revenus au beau fixe en termes de commercialisation de la production, notamment celle du maïs, notamment celle du riz et j'en passe. Donc dans une année et demie, je crois que ça aurait été quelque chose de plus important au niveau du ministère de l'économie. Donc allez voir des fermiers étrangers pour plaider, n'est-ce pas, la cause du Congo, ça veut dire acheminer leur production, alors que nous avons 80 millions de terres arables. Pour vous, c'est un bilan ou c'est un actif positif? Pour moi, c'est un actif positif. C'est un actif positif dans le sens où résorber le problème des productions de la RDC nécessite beaucoup de moyens, nécessite un peu de temps plus que les une année qu'il a fait, parce qu'il faudrait mettre les mécanismes de production locale. Il faudrait assainir le climat des affaires qui est encore en péril, avec lequel le président Tshisekedi est en train de se battre pour les relever. Et ça, ce n'est pas du ressort seulement du ministère de l'économie, il faut que les gens le sachent. C'est-à-dire la mesure de voir les producteurs externes n'était qu'une situation conjoncturelle, une solution conjoncturelle. Bien qu'il nous faut vraiment une solution factuelle. Je crois qu'une solution factuelle nécessite beaucoup d'ingrédients. Est-ce qu'il est plus, Vital Kamerhe, est-ce qu'il est plus dans la théorie que dans la praxis? C'est le côté que j'admire cet homme politique. Il est très théorique, c'est ça? Il est très dans le pragmatique. Il est dans les deux. Mais on ne peut pas parler du pragmatisme sans parler Alors, on va chuter parce que là, on a presque fini l'émission. Une fois élu, en tout cas, Vital Kamerhe a créé le PCR. Ce n'est pas la police de circulation routière, mais c'est un pacte pour un Congo retrouvé. Les gens ont trouvé en ça une manière de trahir le président Tshisekedi. D'ailleurs, selon certaines indiscrétions, Vital n'est pas revenu aux affaires parce que Tshisekedi a demandé à tout le monde de revenir, expliquer les affaires courantes en attendant le nouveau gouvernement. Est-ce qu'il est en train de faire un chemin seul actuellement? Est-ce qu'il est avec les autres? Je ne vois pas ça dans cet homme politique au grand cœur. Trahir Tshisekedi à ce moment, c'est se tromper d'ennemis et se tromper de calibre. Ceux qui dirigent leurs armes dans cette direction, ils font fausse route. Parce que s'il fallait parler de la trahison, il faut parler des acteurs politiques qui ont été à Genève et qui ont joué sur les fibres ethniques pour désigner X par rapport à Y. Mais cela qui vient de la trahison, ça ne vient pas de Vital Kamerhe qui a su tenir la main du président Félix Tshisekedi au moment où rien ne présageait les élections. Mais ceux qui sont venus, ils sont venus après la victoire. Mais lui, c'est un colistier des premières heures qui a signé un accord d'ailleurs qu'il n'a jamais revendiqué, ni de loin ni de près. La première des choses qu'il faudrait retenir de lui. La deuxième des choses, quand il y a eu les résultats au niveau du quartier général des partis politiques, le MLC, quelques membres de l'MLC ont brûlé les pneus. Quelques membres de l'UDPS ont brûlé les pneus, les insatisfaits. Mais je n'ai vu aucun membre de l'UNC Vital Kamerhe brûler les pneus. Pourquoi? Faut-il parler de trahison? Ou bien, est-ce qu'il faut-il voir dans une personne comme celle-ci la trahison? Cette capacité de pouvoir s'effacer, dire que sa petite personne, mais même quand il y a eu, après le procès 100 jours, je connais quelques leaders à la place de Vital Kamerhe qui allaient sortir de la prison et changer de casquette. Il est resté fidèle à ses engagements. Une telle personne, le traité de quelqu'un qui a l'intention de trahir, je pense que le débat est ailleurs. Et c'est un débat de caniveau. Revenons au PCR, au pacte pour un Congo retrouvé. C'est juste un groupe parlementaire, en quelque sorte. Qui vise quoi? Qui vise les intérêts mesquins, des postes, des positionnements. On a terminé 30 secondes. Crispin, ce que vous devez savoir,
c'est que pour être un groupe parlementaire, il faut avoir 25 députés. Et qu'eux se sont constitués au nombre de 130. Alors, de toute façon, on a vu que l'informateur n'a pas consulté les PCR, mais plutôt des partis politiques et autres. Ce qui prouve que l'idée d'une démarche de trahison ne tient pas sa route. Merci beaucoup. Merci Badi Banga Boni, chercheur indépendant. Avec vous, on a évoqué Vital Kamerhe, qui, en ces moments, est peut-être très, très mal compris par beaucoup de Congolais. Exactement. Dans l'opinion publique. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Et restez branchés sur Télé 50.